Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des résultats de notre étude NAO 2025. Donc, cette étude a été réalisée par le Centre Études et Data du groupe Alpha en janvier 2025 et elle porte sur 630 accords NAO signés entre septembre 2024 et décembre 2024. Je m'appelle Alice Rustic, je suis chargée d'études au Centre Études et Data du groupe Alpha. Bonjour à toutes et tous, Jean-Marc Etienne, consultant chez Secafi. On va se proposer avec Alice de vous présenter ce webinaire et on va tout de suite commencer, rentrer dans le vif du sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans le suivi, dans la conversation, dans le chat, de manière à ce qu'on puisse vous répondre à la fin de ce webinaire et ultérieurement. Et puis, vous aurez également accès au replay et au support ultérieurement. Alors, je partage la présentation. Voilà, normalement, vous avez tout ça qui s'affiche. Donc, les augmentations de salaires négociés dans les entreprises en 2025. Donc, comme le disait Alice, un benchmark de 630 accords NAO pour l'année 2025. Et on va aborder le sujet en 5 thématiques. Puis, il y aura des annexes également que vous pourrez consulter ultérieurement sur lesquelles on ne passera pas. Donc, un premier point de méthodologie et d'échantillon et de rappel du contexte un peu de cette étude. Une deuxième partie sur les pratiques et politiques d'augmentation qu'on a observées et analysées dans le cadre de cette étude, l'analyse des montants moyens accordés et aussi l'analyse des mesures périphériques. Et on va vous faire ensuite une petite synthèse de l'étude et vous expliquer en quoi Secafi peut vous accompagner sur ce sujet. Voilà, je laisse Alice commencer concernant la première partie. Merci. Donc, dans cette partie introductive, on va vous exposer notre méthodologie, on va vous présenter l'échantillon qu'on a analysé et vous donner 2-3 éléments de contexte dans lequel ces négociations salariales se sont inscrites. Alors, premièrement, comme je le disais donc, en introduction, on a fait une étude sur 630 accords NAO et la première question qu'on peut se poser, c'est quels étaient nos objectifs. Donc, nos objectifs étaient plutôt clairs, ça a été de chiffrer les augmentations salariales négociées par les entreprises en 2025, d'évaluer la diversité des pratiques d'augmentation salariale, donc distinguer les différents types d'augmentation, augmentation générale, augmentation individuelle, regarder s'il y a des différences par rapport au contexte, au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise, et enfin, décrire et quantifier le recours aux mesures périphériques. Donc les mesures périphériques, ce sont les primes partage de la valeur, avantages repas, mobilité, etc. Quelle a été notre méthodologie? Donc, au Centre Études et Data, le 7 janvier 2025, nous sommes allés sur le site de Légifrance où sont répertoriés tous les accords d'entreprise et nous avons identifié et recherché tous les accords NAO 2025 déjà publiés à cette date et on en a identifié près de 1000. Sur ces 1000 accords, on les a tous lus. Donc en fait, notre étude constitue bien une analyse exhaustive de tous les accords NAO disponibles le 7 janvier 2025 sur le site Légifrance. Donc sur ces 1000 accords, on les a lus et on a pu en exploiter que 630 parce qu'il y avait une grande partie de ces accords qui n'étaient pas exploitables. Donc les augmentations étaient en euros ou alors les augmentations étaient anonymisées. Donc finalement, on est arrivé à un échantillon de 630 accords exploitables avec un total de 400 000 salariés concernés. Donc si on vous montre l'échantillon, voilà, donc on a bien un échantillon de 630 entreprises, 400 000 salariés concernés. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, on a plusieurs secteurs d'activité. On a des secteurs qui sont assez représentatifs de l'économie française et on a des tailles d'entreprises assez diversifiées. Donc la plupart de nos entreprises se trouvent entre 50 et 2000 salariés, même si on a un peu toutes les tailles d'entreprises. Petit point sur cette diapositive, donc les résultats qu'on va vous présenter là pendant cette présentation, on les a à chaque fois analysés au regard des autres études qu'on a réalisées les années précédentes. Donc en fait, c'est la 4e fois qu'on réalise une étude NAO. Donc ça nous permet en fait d'avoir un regard sur l'évolution des pratiques salariales, le fait de comparer avec nos 3 anciennes études. Donc on a fait NAO 2022, NAO 2023, 24 et là on vous présente les NAO 25. Petite note méthodologique avant de vous présenter les résultats. Nous avons, comme je le disais au départ, analysé 630 accords. Sur ces 630 accords, il y en avait seulement 419 qui contenaient des budgets d'augmentation non nuls.
Donc ces 419 ont fait l'objet d'une analyse à part. Les 211 accords restants ne contenaient pas de budget d'augmentation. Ils prévoyaient seulement des mesures périphériques. Donc au final, sur nos 630 accords, on a quand même 33% de nos accords qui ne prévoient pas de budget d'augmentation. Donc ce qu'on a fait, c'est toutes les statistiques sur les moyennes, sur les médianes, sur les moyennes d'augmentation AG, etc. On les a réalisées sur nos 419 accords avec des budgets d'augmentation. Donc c'est toutes les diapositives que vous allez voir avec la languette bleue, donc salaire de base. Et notre analyse sur les mesures périphériques porte sur tous les accords NAO. Donc on a nos 419 et nos 211. Donc ça, c'est vraiment important de savoir sur quel échantillon on se trouve. Et enfin, juste un petit dernier point sur justement ces boîtes, ces entreprises qui n'ont pas augmenté les salaires. Comment on peut essayer de les qualifier? On a regardé en fait un petit peu comment on pouvait les caractériser. Donc il s'agit d'entreprises du secteur de la santé privée, de l'économie sociale, un petit peu d'entreprises du secteur des transports. Et il s'agit plutôt d'entreprises de petite taille, donc entre 50 et 99 salariés. Et merci Alice pour ce point. Et c'est important aussi d'aborder le sujet du contexte économique et politique dans lequel s'est déroulée à la fois l'étude et évidemment les négociations salariales. Donc un contexte économique et politique incertain, mais avec quelques signes encourageants qui émergent. Donc un contexte donc avec, pour rappel, hein, une instabilité politique, un contexte économique dégradé, un retournement du marché du travail. Hein. On a quelques éléments significatifs sur ce sujet. Donc, le pays traverse une période d'incertitude à la fois sur ces différents sujets. Encore récemment, les conséquences, c'est qu'il y a quelques difficultés pour les entreprises. Il y a des défaillances et des plans sociaux en hausse. Hein, vous l'avez en tête. Donc, c'est pas forcément très favorable comme contexte. Mais on a par ailleurs une fenêtre d'opportunité et des signes encourageants qui émergent grâce à des secteurs qui restent dynamiques et à un démarrage, un début de désinflation. Est-ce que cette désinflation est une opportunité? On pense que oui, après avoir battu des records, hein, notamment. On l'a évoqué lors des derniers webinaires des années précédentes et vous en êtes tous conscients. L'inflation diminue, alors ça ne veut pas dire que les prix diminuent, attention, il faut faire attention à ces éléments de langage qui sont importants, hein, et notamment avec vos directions quand vous négociez. Les prix ne diminuent pas, c'est l'inflation qui ralenti. Et donc, selon les dernières prévisions, elle va passer de l'ordre de 2,4% en 2024 à 1,6% en 2025. Et donc, ça laisse plus de marge, ça laisse normalement, en théorie, plus de marge de manœuvre aux entreprises pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés après 2 années de situation un peu complexe. Et en outre, la hausse du pouvoir d'achat des salariés pourrait stimuler la demande globale en encourageant la consommation des ménages. Et donc ça pourrait être un levier important pour dynamiser l'économie nationale. C'est un petit peu les débuts d'argumentation qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va d'abord s'intéresser non pas au montant d'augmentation pour le moment, mais aux pratiques, au type d'augmentation qu'il est possible de négocier. Juste un petit point pour répondre à une question. Donc, c'est bien des accords NAO 2025 qui ont été signés entre septembre 2024 et décembre 2024. Donc, en fait, il s'agit des accords NAO déjà signés. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez les chiffres globaux de toutes les entreprises qui ont déjà signé leurs accords NAO. C'est pour répondre à une question. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc on est bien sur les types d'augmentation ici. Donc sur cette diapositive, il y a 3 éléments à retenir. Donc le premier élément, c'est que sur les types d'augmentation, donc on a 2 manières d'augmenter les salaires dans les entreprises. Donc soit les entreprises décident de distribuer des augmentations générales, ce sont des augmentations collectives qui sont distribuées à tous les salariés et tous les salariés ont le même montant d'augmentation. Soit on est sur des augmentations individuelles, donc les graphiques en jaune, et dans ce cas-là, les salariés n'ont pas tous le même montant d'augmentation. Ce montant d'augmentation évolue en fonction de la performance du salarié. Donc là, ce qu'on a essayé de regarder, c'est quelles étaient les pratiques. Est-ce que les entreprises distribuent davantage d'AG ou davantage d'AI? Premier élément à avoir en tête, c'est que l'augmentation générale, c'est la pratique la plus répandue encore en 2025. Dans la plupart des cas, les entreprises distribuent une augmentation générale, que ça soit au cadre ou au non-cadre. En effet, si on regarde un petit peu les graphiques, on vous a représenté la part des entreprises qui accordent des budgets d'AG et des budgets d'AI à leurs salariés. Donc, vous voyez, en 2025,
on a 61% des entreprises qui distribuent une AG au cadre, 78% des entreprises qui distribuent une AG au non-cadre. Et si on regarde les augmentations individuelles, on a 58% des entreprises qui prévoient une AI pour les cadres et 48% des entreprises qui prévoient une AI pour les non-cadres. Donc l'augmentation générale est quand même la pratique, le type d'augmentation le plus souvent distribué. Deuxième point à avoir en tête. Effectivement, l'augmentation générale, c'est la pratique la plus répandue. Néanmoins, son recours baisse par rapport aux années précédentes. Donc là, on a comparé par rapport à nos anciennes analyses NAO 22, 23, 24. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le taux de recours à cette augmentation générale est en diminution par rapport notamment aux 2 années qu'on peut appeler des années de négociation sous inflation, qui sont les années NAO 23 et 24, on voit que les taux de recours diminuent. Donc comment ça s'explique? Ça s'explique parce qu'en fait, pendant la période inflationniste, les entreprises, elles ont continué à distribuer de plus en plus d'augmentations individuelles parce qu'en fait, on s'inscrit dans une tendance de long terme d'individualisation des augmentations. Mais comme il y a eu une inflation très importante, elles ont décidé de combiner ces augmentations individuelles à des augmentations générales. Donc en fait, elles ont fait les deux, AI plus AG. Donc on a eu une hausse de la distribution d'AG et de la distribution d'AI. On a eu ce qu'on appelle les augmentations mixtes, les AG et les AI. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Il y a eu une diminution des recours aux AG. Donc l'inflation a diminué, donc les entreprises se sont dit bon bah on va moins distribuer des AG aux cadres et aux non-cadres, on diminue sur les AG. Donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, sur les augmentations individuelles, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elles restent quand même à des niveaux très élevés. Donc en fait, on s'inscrit toujours dans cette tendance de long terme d'individualisation des augmentations. Donc voilà, c'était les 3 points. L'augmentation générale qui reste la plus répandue, son recours qui baisse et l'augmentation individuelle qui reste quand même très importante et qui prend de l'ampleur, donc qui pose la question des critères d'évaluation aussi des salariés dans les entreprises. Donc maintenant qu'on a parlé des types d'augmentation, on va s'intéresser au montant moyen. Donc c'est vraiment normalement ce qui intéresse le plus les négociateurs, quels sont les montants qui ont été négociés dans les entreprises. Donc on a d'abord regardé parmi les entreprises qui prévoyaient des AG, parmi les entreprises qui prévoyaient des AI. Donc sur les augmentations générales, on est à 1,9% en moyenne sur 2025. Donc pour rappel, on est vraiment sur les entreprises qui prévoient des augmentations, hein, donc sur nos 419 entreprises qui prévoient des budgets non nuls. Donc on est à 1,9%. Qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à la distribution par CSP? On remarque que les ouvriers employés, donc d'une manière générale les non-cadres, touchent des augmentations générales plus importantes que les cadres. Le constat est complètement inverse pour les augmentations individuelles. On a des augmentations individuelles à 1,7 en moyenne, toutes CSP confondues. Les cadres et les ingénieurs touchent 1,96 en moyenne, tandis que les non-cadres sont plutôt autour de 1,6%. Voilà les chiffres sur les AG et sur les AI. Et maintenant, le chiffre vraiment à retenir de l'étude, c'est en fait le montant moyen des augmentations totales négociées dans les entreprises en 2025. On est à 2,27% en moyenne, donc en ajoutant AG plus AI. Donc on ne peut pas faire la somme des deux, sachant qu'il y a des entreprises qui mettent les deux et il y a des entreprises qui font soit les AG soit les AI. Donc c'est pour ça qu'on est à 2,27% en moyenne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux catégories socio-professionnelles? On voit que les ouvriers employés touchent des augmentations légèrement plus élevées en pourcentage que les cadres et les ingénieurs. C'est normal parce qu'ils ont des salaires aussi plus faibles. Donc c'est le premier constat. On est à 2,34 pour les ouvriers employés et 2,21 pour les cadres ingénieurs. Si on regarde sur les graphiques avec une vision détaillée à droite, on vous a représenté en fait les moyennes, les médianes et aussi le minimum et le maximum de notre échantillon de 419 entreprises. Ouais. Donc le minimum, on est sur 0,30, 0,20 et le maximum pour les cadres, on est à 5%. Pour les non-cadres ouvriers employés, on est jusqu'à 7,7%. Pour les médianes, on est à de 20, de 30, donc une médiane proche de la moyenne. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le chiffre à retenir et on espère que ce chiffre vous aidera à vous positionner par rapport à vos négociations. Si vous avez déjà fini vos négos ou si vous êtes en négo, ça peut être intéressant d'avoir le chiffre parmi les entreprises qui ont déjà fini leur négo 2025. Et on rentrera encore un peu plus dans le détail après sur les enjeux sectoriels sur lesquels on va revenir rapidement, qui vous permettra d'être encore plus fin dans votre positionnement par rapport à vos négociations.
Ici, on vous a représenté la distribution des hausses de salaire négociées dans les entreprises de l'échantillon. Donc, juste pour vous aider à comprendre un petit peu le graphique, en fait, là, par exemple, la tranche médiane des augmentations, ça signifie qu'il y a 25,3% des entreprises qui ont distribué entre 2 et 2,5% d'augmentation en 2025. Donc, si on regarde un petit peu comment se constitue ce graphique, on voit qu'il y a environ 60% des entreprises qui, en 2025, ont accordé entre 1,5% d'augmentation et 3% d'augmentation pour 2025, toutes CSP confondues. Donc là, pareil, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Donc si vous êtes en égo entre 0,5 et 1%, bah, vous êtes parmi les 1,9% d'entreprises les moins favorables de notre échantillon. Et au contraire, si vous êtes au-dessus de 4%, là, vous êtes dans les 2% les plus avantageuses pour les salariés. Voilà, donc c'est pour vous donner quelques chiffres sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On s'est dit que c'était intéressant de comparer ce chiffre de 2,27% au chiffre des années précédentes. Donc, quel constat on peut faire sur l'analyse historique? On est sur une diminution assez significative des budgets d'augmentation négociés dans les entreprises. Donc, effectivement, en 2023, on était à 4,6% en moyenne. On est passé en 2024 à 3,5% et en 2025 à 2,27%. Donc, on est sur une diminution à chaque fois de plus d'un point. Donc, c'est en lien avec la diminution de l'inflation, effectivement. Mais néanmoins, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on est en dessous de 2022 quand même. En 2022, on était à 2,9 et là, on est à 2,3. Donc, on est sur des budgets vraiment plus bas. Donc, 3 éléments qui permettent d'expliquer cette diminution. On est donc, bien sûr, je viens de le citer, sur la désinflation, donc net ralentissement de l'inflation. Donc, comme vous le savez, l'inflation, c'est vraiment un référentiel important pour les négos. Donc, quand l'inflation diminue, les budgets diminuent. Mais on n'a pas que ça. On a aussi, comme le disait Jean-Marc, la dégradation du contexte économique, la fragilisation de la santé financière des entreprises et enfin, l'instabilité politique et les incertitudes sur la fiscalité qui va peser sur les entreprises. 2 points encore sur cette diapositive. On a regardé en fait les talons. Donc les talons, ce sont les augmentations minimales en euros qui sont associées aux augmentations en pourcentage. Je m'explique, quand une entreprise décide d'augmenter les salaires de 2%, elle peut introduire ce qu'on appelle un talon, un plancher d'augmentation à par exemple 50 €. Donc ça veut dire que je distribue 2% à mes salariés, mais il faut qu'au minimum cette augmentation de 2%, elle équivale à 50 € par mois sur la paye des salariés. Et ça, en fait, c'est une mesure qui protège les bas salaires, notamment, de l'inflation. Et ce qu'on voit, c'est que cette année, il y a seulement 10% des entreprises qui prévoient des talons pour un montant moyen de 49 €. Donc, c'est en forte diminution depuis 3 ans. En 2023, on était à 17%. En 2024 à 13%, et là on passe à 10%, et pareil pour le montant, on est passé de 103 € à 49 €, donc on est sur une forte diminution. Et enfin, dernier point sur ce sujet par rapport à la baisse des budgets, ce qu'on a énormément vu dans nos accords NAO, c'est des entreprises qui justifient la baisse de ces budgets dans les accords NAO. Donc en fait, en préambule, on voyait beaucoup le contexte inflationniste est sur une diminution, donc c'est pour ça qu'on diminue nos budgets, ou alors on a énormément de difficultés économiques, donc c'est pour ça qu'on va mettre des budgets en baisse. Donc on a vu énormément de justifications dans les accords NAO, donc ça c'est à noter. Oui, ce qu'on voit assez rarement, et là c'était assez flagrant. Oui, le talon, c'est 49 € brut mensuel. Ouais. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les évolutions des salaires à l'évolution de l'inflation. Donc c'est ça qui permet de calculer le pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat augmente ou diminue? Donc là, pour vous expliquer ce graphique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué toutes les augmentations salariales qu'on a analysées au Centre Études et Data depuis juin 2021, donc sur la base des accords d'entreprise. On a constitué cette série au mois le mois et on a comparé à l'évolution de l'inflation. Donc on a en violet les augmentations salariales et en noir l'évolution de l'inflation. Donc on a vraiment presque 5 ans d'évolution des salaires et de l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premier constat, on remarque que les évolutions de salaire sont extrêmement corrélées à l'évolution de l'inflation. Donc on voit bien justement ce lien très fort entre inflation et salaire. Et on voit que l'inflation, ça reste toujours un référentiel très important dans les négos. Deuxième point, on voit qu'entre fin 2021 et fin 2023,
On voit effectivement que les salaires ont suivi l'inflation, néanmoins les salaires ont toujours été en dessous de l'inflation, ce qui entraîne pour les salariés des pertes de pouvoir d'achat. Les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. À partir de 2024, la tendance s'est inversée. Les salaires ont continué de suivre l'inflation, néanmoins ils ont commencé à dépasser l'inflation. Et si on se concentre vraiment sur les 4 derniers mois de 2024, donc c'est en fait ce qui est entouré en pointillé, donc c'est l'analyse là qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui sur les NAO 25, donc c'est des accords qui ont été signés entre septembre et décembre 2024. On voit que les augmentations salariales sont nettement, supérieures à l'inflation de 1 point. Donc on est pour la première fois depuis 3 ans sur des gains de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc ça, c'est vraiment le premier message à retenir, c'est qu'il y a un gain de pouvoir d'achat parce que les augmentations, malgré le fait qu'elles soient en baisse et qu'elles soient à 2,27, elles sont en dessous de l'inflation parce que l'inflation a énormément diminué. Mais, il y a toujours un mais, ces gains de pouvoir d'achat ne suffisent pas à compenser les pertes de pouvoir d'achat passées sur les 2-3 dernières années. Donc ce graphique, comment on le lit ? Ce graphique, c'est exactement le même que celui de la diapositive précédente. On vous a représenté en noir pointillé l'inflation, en haut. En rouge bordeaux, on n'a plus des histogrammes, mais on a une courbe pour représenter les évolutions des salaires négociés. Et on a calculé un nouvel indicateur qui est l'indicateur du salaire réel. Qu'est-ce que c'est le salaire réel ? C'est le salaire nominal que les salariés reçoivent tous les mois, moins l'inflation. Donc si le salaire réel est positif, ça veut dire que le salaire nominal augmente plus vite que l'inflation, donc il y a des gains de pouvoir d'achat, donc c'est ce que vous voyez, c'est les airs en vert. Et si le salaire réel est négatif, ça veut dire que le salaire augmente moins vite que l'inflation, donc se fait dépasser par l'inflation, donc c'est des pertes de pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce graphique, c'est que l'aire verte, donc c'est les petits gains de pouvoir d'achat qui ont été réalisés en 2024, elle est inférieure à l'aire rouge, des années 2022-2023. Donc pour l'instant, les pertes de pouvoir d'achat ne sont pas compensées. Donc ça, c'est important pour vos négos, de dire effectivement, oui, vous êtes au-dessus de l'inflation. Néanmoins, ce qu'il faut faire et ce qui est important de faire, c'est compenser ces pertes de pouvoir d'achat qui ont été subies par les salariés en 2022 et en 2023. Merci Alice. Et par rapport à l'année précédente, effectivement, on a un repositionnement notable sur certains secteurs. Et là, en l'occurrence, c'est sur les services financiers et sur les médias. Là, la diapositive qu'on vous présente ici, c'est effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, pour être un peu plus précis et pointu encore dans notre analyse, on a regardé ce qui se passait par secteur d'activité. C'est un peu le schéma qu'on vous présente régulièrement, de dire on a la dimension macroéconomique et la vision globale sur l'ensemble d'un échantillon, et ensuite on regarde ce qui se passe secteur par secteur, ce qui nous permet d'avoir des repères un peu plus précis. Donc on retrouve notre moyenne des augmentations de 2,27 qu'évoquait Alice tout à l'heure, et on a comparé ce qui se passait entre 2024 et 2025 par secteur d'activité. On voit bien pour chaque secteur d'activité qui sont représentés ici qu'on a des décrochages qui sont un peu moins marqués, ce qu'on évoque dans le titre, qui sont un peu moins marqués sur les services financiers et sur le secteur médias presse. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça vous permet effectivement d'avoir des éléments de comparaison par rapport au secteur. Et sur ces deux secteurs-là qu'on cite, autant en 2024, ils étaient parmi les secteurs les moins 10 ans. Alors attention, toute chose égale par ailleurs, puisqu'on est encore une fois sur des moyennes. Et puis c'est des augmentations en pourcentage, donc il faut faire attention au salaire moyen aussi par secteur d'activité. Voilà, tout ça est relatif, mais c'est important que vous ayez ces points de repère. Et donc sur ces deux secteurs-là, on est sur un repositionnement, puisqu'on est sur des montants et sur des moyennes en tout cas qui sont plus élevés que la moyenne, en tout cas dans notre échantillon, dans l'échantillon observé. Donc ça, c'est un point significatif. Et on s'aperçoit également qu'il n'y a pas forcément de corrélation, en tout cas dans notre échantillon, il n'y a pas de corrélation
entre les budgets moyens d'augmentation accordés par entreprise, encore une fois on est sur les budgets moyens, globaux, avec la taille d'entreprise. Et on voit bien là ici, en fonction de la taille d'entreprise, qu'on peut avoir des moins de 50 salariés qui ont des augmentations de 2,50%, qui sont parmi les plus élevées, alors que les grosses entreprises de plus de 2000 salariés sont parmi les moins élevées. Donc certaines entreprises, effectivement, attention aussi, certaines entreprises dans notre échantillon peuvent aussi appartenir à des groupes avec des cadrages budgétaires d'augmentation de salaire qui sont globaux. Et donc là aussi, il faut faire attention dans ces comparaisons, mais c'est important de l'avoir aussi, cette vision de taille d'entreprise, mais en ayant cette vision de taille d'entreprise, il faut aussi avoir la vision groupe, en plus de la vision secteur. C'est toujours, encore une fois, par dichotomie. On a la moyenne globale, on a le secteur, on a son groupe, son entreprise, et toujours faire attention et avoir ces points de repère un petit peu comme ça en dichotomie, de manière à avoir une vision la plus précise possible. En tout cas, la taille des entreprises globalement n'a pas d'effet sur les budgets d'augmentation, il n'y a pas de corrélation. Point un peu novateur par rapport aux années précédentes, on a aussi essayé de regarder les augmentations par région, donc une vision un peu géographique qui permet aussi d'identifier quelles sont les zones, quelles sont les géographies, quelles sont les régions, en tout cas dans notre échantillon, qui voient des entreprises attribuer des augmentations les plus ou moins importantes en moyenne. Et voilà, vous avez cette cartographie-là qui vous permet de voir que en Île-de-France, qui regroupe quand même une grosse partie de l'économie du pays, on a une des progressions les plus fortes avec une hausse supérieure à 2,4%, avec des éléments qui renvoient évidemment à la fois au modèle économique, mais également à des coûts de la vie plus élevés. Et c'est un peu le même constat, en tout cas sur les augmentations, pas forcément sur le coût de la vie, mais en Normandie et en centre Val-de-Loire. C'est pour ça que vous les avez en vert foncé. Et puis ensuite, sans passer du temps sur l'ensemble des régions, mais vous avez cette cartographie qui vous permet aussi d'avoir des repères. C'est des repères complémentaires, et à chaque fois, c'est pas chaque indicateur pris séparément qui doivent vous permettre d'avoir des repères, c'est chaque indicateur, que ce soit géographique, sectoriel, taille d'entreprise, moyenne, augmentation générale, augmentation individuelle, et ensuite ce qu'on va aborder maintenant sur la diversité des mesures qui doivent vous permettre d'avoir ces différents points de repère. Justement, l'analyse des mesures périphériques, parce que là on a parlé des augmentations générales, des augmentations individuelles, donc on est purement, j'allais dire, sur les salaires, que ce soit en augmentation, en pourcentage ou en valeur. Mais on a aussi des NAO 2025 qui se caractérisent par une grande diversité de mesures périphériques. On va vous citer quelques exemples, mais voilà, vous avez parmi ces mesures périphériques des primes diverses. On peut avoir des primes d'ancienneté, des primes de performance, etc. Dans la moitié des accords, vous avez des primes. Ces primes-là qui sont évoquées et qui sont importantes. Et c'est le type de mesure périphérique le plus fréquent dans notre échantillon. Ensuite, vous avez les avantages repas, des primes de partage de la valeur sur lesquelles on va faire un petit zoom, des mesures pour le temps de travail et l'équilibre de vie, ça aussi c'est important de l'avoir en tête, ça peut être aussi des éléments importants. De plus en plus également des éléments en lien avec la mobilité, des forfaits mobilité durable qui sont de plus en plus abordés, même si on va s'apercevoir que les montants en jeu ne sont pas forcément très élevés, mais voilà, ça devient de plus en plus significatif. Des mesures sur les budgets d'activités sociales et culturelles, mutuelles d'entreprise, etc., etc. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes également, mais on voit que ça représente une part d'entreprises qui abordent ces sujets-là de manière plus limitée, peut-être renvoyant à des accords différents, des accords séparés sur l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes ou la qualité de vie au travail. Là, c'est uniquement des sujets qui sont abordés dans le cadre des NAO, donc dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur le partage de la valeur. C'est important de le rappeler. Il y a des mesures également sur le télétravail, mais là aussi de manière très limitée, et puis l'intéressement et la participation par ailleurs. Donc,
Des primes, comme j'évoquais, comme je l'évoquais à l'instant, les primes diverses hors PPV, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Donc des primes d'assiduité, des primes concernant les conditions de travail, des primes d'équipement, des primes d'ancienneté, de médailles du travail, etc., etc. Donc on a un certain nombre de primes qui sont attribuées dans notre échantillon avec des primes ponctuelles, notamment, qui permettent d'avoir des montants autour de 553 € par an. Et là, on est sur des primes plutôt, comme son nom l'indique, ponctuelles, donc de fin d'année, des primes de performance, donc on est vraiment ponctuel, là où on a des primes plutôt récurrentes, qui est une prime qui est versée de manière plus périodique et non exceptionnelle, qui sont également distribuées en lien avec plutôt les conditions de travail, les primes d'astreinte, les liens, enfin un lien avec l'activité en direct. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, la PPV. Donc, sur la prime de partage de la valeur, il y a eu des évolutions législatives sur lesquelles on ne va pas revenir, mais on est globalement sur deux constats importants. Le montant moyen attribué dans l'échantillon accordé diminue, et puis le nombre d'entreprises dans notre échantillon concernées par des PPV diminue aussi. Sur le premier point, on a quasiment divisé en deux le montant sur notre échantillon entre 2023 et 2025. On passe de 1280 à 660 €. Et pour le nombre d'entreprises, pour la part d'entreprises qui ont attribué des PPV dans les accords, on passe de 38% à 22%. Donc on voit bien qu'on est sur des éléments où certes, c'est encore des pratiques, mais ça diminue dans le temps. Et la question qu'on se pose aussi, c'est attention, toujours avoir en tête, est-ce que cette prime de partage de la valeur, sans forcément rentrer dans le détail, est-ce qu'elle vient se substituer aux augmentations salariales? Ça peut être une vraie question, et c'est un point d'attention qu'on met en exergue. Voilà, c'est à vous, effectivement, à chacun d'entre vous, en fonction des possibilités de l'entreprise et votre pouvoir de négociation, d'identifier le poids respectif entre les augmentations salariales et puis les autres éléments de rémunération, dont la prime de partage de la valeur. Autre élément important également, il y a des éléments qui portent sur la réduction du temps de travail, qui portent sur l'aménagement et la valorisation du temps de travail, l'équilibre de vie. On a ces éléments qui viennent complémenter également ces augmentations de salaire et autres primes, et qui sont aussi des éléments qui vont venir, avec quelques exemples qu'on vous a cités, qui vont venir compléter, notamment pour... il y a un exemple dans la métallurgie, une PME de la métallurgie, qui introduit la notion de semaine de 4 jours, par exemple, avec des horaires particuliers. On a des éléments qui permettent d'avoir un avantage commercial lié à l'activité de l'entreprise, des cartes cadeaux, des chèques vacances. Voilà. Et on a quelques exemples comme ça qui permettent là aussi d'identifier, de vous donner des idées de temps en temps aussi possibles sur ce que vous pouvez négocier en dehors du salaire. Quand vous ne réussissez pas à obtenir ce que vous voulez en termes de salaire, quels sont les champs de possibles en termes de négociation sur ces éléments-là. Autre élément que j'évoquais tout à l'heure, c'est le forfait mobilité durable notamment, là, qui progresse de manière assez sensible. Alors, de manière assez sensible en termes de forfait mobilité. Il y a 21% des accords NAO qui comprennent au moins une mesure de mobilité pour les salariés. Donc 4 grands types de mesures. Le forfait mobilité durable, donc ça c'est un point important, une prime carburant, revalorisation des abonnements au transport public, et puis d'autres types de mesures en lien avec la mobilité qui peuvent être des éléments de facilitation d'utilisation du vélo, indemnité de grands déplacements, etc., qui concernent quand même très peu des accords, ces derniers éléments qui concernent très peu des accords, parce que ça concerne 1% des accords qu'on a étudiés, que le centre études et des data a étudié. Donc, mais c'est un point important qui également vient de plus en plus marquer les accords d'entreprise.
Les titres restaurants qui font toujours partie des éléments qui font partie des éléments complémentaires et importants dans les négociations, puisque plus d'un cinquième des entreprises, en tout cas de notre échantillon, ont revalorisé les titres restaurants en lien avec aussi les revalorisations en lien avec la fiscalité. D'accord, les plafonds ont été augmentés, donc globalement on est en alignement avec ça. Il y a les éléments en lien avec la mutuelle, la complémentaire santé, la prévoyance. Donc là aussi, c'est important et c'est un sujet de plus en plus important puisque on a des revalorisations et des augmentations de prix de mutuelles, de complémentaires santé qui sont de plus en plus forts et c'est des sujets qui peuvent aussi être abordés lors des négociations et auxquels on n'a pas forcément, on ne pense pas forcément en premier abord. Mais c'est un sujet important, y compris à la fois pour la santé des salariés, évidemment, pour la couverture santé, et y compris en termes de pouvoir d'achat, puisque c'est un coût qui est un coût non négligeable. Et puis également, autre point, sur les budgets d'activité sociale et culturelle, les budgets ASC des CSE, on a 15% des entreprises de notre échantillon qui ont augmenté ce budget. Voilà, dans notre échantillon, on a identifié que globalement, c'est 0,77 oui, c'est ça, de la masse salariale qui était consacrée au budget des activités sociales et culturelles. Et puis on vous a mis là aussi une approche par secteur, c'est aussi important, et qui peut avoir une corrélation entre peut-être des difficultés un peu économiques de certains secteurs et au lieu de donner des augmentations de salaire, on augmente quelque part le pouvoir d'achat indirect des salariés en augmentant les budgets d'activité sociale et culturelle. Voilà. Et on le voit, hein, la santé privée, la construction, par exemple, qui sont les deux premiers dans nos échantillons. Bon, bah, c'est des secteurs qui ne se portent pas forcément très très bien en ce moment. L'égalité professionnelle, j'en ai parlé, il y en a très peu qui abordent ce sujet-là, peut-être encore une fois en lien avec des accords égalité professionnelle et des accords qualité de vie au travail par ailleurs. Voilà, mais en tout cas, il y a des éléments qui permettent de compenser des écarts entre les salaires entre les hommes et les femmes, qui reste un sujet évidemment prédominant dans les entreprises, dans l'ensemble. Alors, évidemment, il y a des exceptions, mais globalement, on reste encore sur des écarts qui restent significatifs, et ça peut être aussi des éléments importants à négocier dans vos accords. Le télétravail également, je passe rapidement, et puis le supplément d'intéressement, de participation ou d'abondement, mais qui peuvent, là aussi, c'est pour ça que très peu des entreprises ont recours à ces éléments-là, qui peuvent aussi faire l'objet d'accords spécifiques par ailleurs. Voilà, donc si on va dire synthétise quelques chiffres sur les principales mesures, peut-être Alice. Oui. Donc là, on vous a fait une diapositive justement pour synthétiser tout ce qu'on vient de dire sur les mesures périphériques. Donc à chaque fois, on vous a mis le taux de recours moyen au type de mesures périphériques et vraiment le chiffre à retenir sur la mesure périphérique. Donc par exemple, pour les avantages repas, vous avez le montant moyen du ticket resto, vous avez le montant moyen de la PPV, le nombre de congés supplémentaires en moyenne, l'enveloppe égalité pro, etc. Donc vraiment, ça c'est une diapositive synthétique pour vous aider pour vos négociations et pour vous positionner. Et ici, on vous a mis 4 exemples d'accords NAO qu'on a estimé être plutôt favorables pour les salariés étant donné le contexte économique pour 2025. Donc c'est des accords NAO qui combinent à la fois des augmentations élevées, c'est-à-dire supérieures à la moyenne de 2,27%, et des mesures périphériques plutôt diversifiées, plutôt avantageuses. Donc on ne vous a pas mis le nom des entreprises, mais vous savez que c'est voilà, une entreprise de taille intermédiaire, du secteur. Voilà. Donc ça peut vous aider aussi pour vos négos à vous positionner et à construire vos revendications. Les AT, c'est les augmentations générales. Totale. AG, augmentation générale, AI, augmentation individuelle, et AT, augmentation totale. Voilà, et donc pour synthétiser, Alice. Voilà, donc une petite synthèse de l'étude qu'on vient de vous présenter pour conclure. Donc on a vraiment, selon 4 points saillants à retenir dans l'étude, mais ces 4 points saillants sont à chaque fois nuancés par 4 autres points. Donc, le premier élément à retenir, c'est que pour la première fois depuis 3 ans, les augmentations sont supérieures à l'inflation, ce qui entraîne des gains de pouvoir d'achat pour les salariés.
Néanmoins, ces gains de pouvoir d'achat ne compensent pas les pertes subies en 2022 et en 2023. Donc nous, ce qu'on vous conseille dans vos entreprises, c'est vraiment essayer de calculer l'évolution du pouvoir d'achat, non pas sur l'année 2024 ou 2025, mais en recul sur 3-4 années pour voir si vraiment les salariés ont perdu ou gagné du pouvoir d'achat. D'ailleurs, sur ce sujet-là, je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur l'inflation. Donc effectivement, on dit que l'inflation diminue. Donc on est en désinflation. Mais comme l'a dit Jean-Marc Etienne, et je vais le répéter parce qu'il y a une question sur ce sujet, ça ne veut pas dire que les prix diminuent. Ça veut dire que les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent moins vite. Donc il y a un graphique qui a été envoyé dans la conversation. Effectivement, c'est ça. Si on voit que les prix, ils ont explosé en 2022-2023, notamment les prix alimentaires et les prix énergétiques. Et là, on a une diminution de l'inflation, c'est-à-dire qu'ils continuent à augmenter ces prix, mais moins vite. Donc ça, c'est très important à avoir en tête pour vos négociations. La diminution de l'inflation ne veut pas dire que les prix diminuent, ça veut dire qu'ils augmentent, mais moins vite. Deuxième point, on est sur une grande créativité dans les mesures périphériques. Comme l'a dit Jean-Marc, on a vraiment énormément d'imagination dans les mesures périphériques. Néanmoins, ces mesures elles viennent souvent compenser des enveloppes d'augmentation en diminution, donc comme on l'a montré, voire inexistantes. Donc pour rappel, on a un tiers des entreprises de l'échantillon qui ne prévoient tout simplement pas de budget d'augmentation, seulement des mesures périphériques. Troisième point, bien qu'en recul, l'augmentation générale reste la pratique la plus répandue. Donc dans la plupart des cas, l'augmentation collective, c'est le type d'augmentation le plus souvent distribué. Néanmoins, la logique d'individualisation prend de l'ampleur. Donc comme je disais, vraiment, ça invite les entreprises à réfléchir à des objectifs d'évaluation individuelle qui soient smart, donc c'est-à-dire qui soient précis, atteignables, objectifs, etc. Et quatrième point, on a des dynamiques spécifiques dans des secteurs d'activité. Donc certains secteurs d'activité s'en sortent mieux que d'autres. Dans notre échantillon, c'est médias, presse et services financiers. Néanmoins, on a d'autres dynamiques qui sont plus préoccupantes. Notamment, on n'en a pas parlé, mais le nombre d'accords NAO signés en septembre, de septembre à décembre 2024 est en diminution par rapport à l'année 2023. Donc ça peut s'expliquer soit par des propositions des directions qui sont jugées non satisfaisantes par les organisations syndicales, soit par un attentisme des partis qui est lié au contexte économique et politique incertain. Et enfin, dernier point, on a la PPV qui poursuit son déclin, qui est entamé en 2024 et qui devrait continuer de diminuer en 2025. Tout à fait. Et donc pour conclure, évidemment ce qu'on peut faire pour vous, on vous l'a déjà expliqué, mais pour les NAO et pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, évidemment une approche globale nous semble indispensable pour répondre à vos besoins, à la fois l'appréciation de la performance économique, l'appréciation de votre politique de rémunération, l'analyse du partage de la valeur ajoutée et l'analyse du partage du profit, pour vous donner des éléments en complément de ces éléments qu'on vient de vous présenter, qui sont des éléments de contexte économique spécifiques à la fois, comme on a pu l'évoquer lors d'un dernier webinaire en décembre, à la fois en lien avec la macroéconomie, à la fois en lien avec la situation de chaque secteur et à la fois en lien avec la situation propre de chaque entreprise. Et c'est comme ça que nous, on peut vous permettre en tout cas d'être le plus pertinent sur les argumentations, la baguette magique on l'a pas, mais sur vos argumentations pour aller négocier avec vos directions. Voilà, on va prendre les quelques minutes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, les quelques minutes qui nous restent pour répondre à quelques questions. Et puis on vous donne ensuite rendez-vous sur le replay et sur le support qui vous sera envoyé, comme ça a été dit dans le chat et comme je l'évoquais en début de webinaire. Merci. Donc oui, j'ai noté quelques questions, je vais essayer d'y répondre rapidement. Donc il y a eu une première question pour savoir si le secteur bailleur social était dans le secteur économique social. Effectivement, c'est le cas. Il y avait une deuxième question sur les effectifs. Donc on a pris les effectifs, il y avait une question sur savoir si les effectifs, c'est les effectifs France ou monde. On est sur les effectifs France. Et quand on a des accords d'entreprise, on a pris les effectifs de toute l'entreprise. Et quand on avait des accords d'établissement, on était sur les effectifs de l'établissement. Les accords, ils ont bien été rédigés entre septembre 2024 et décembre 2024. Il y a une question intéressante sur les gains de pouvoir d'achat. Donc effectivement, quand on a calculé les gains de pouvoir d'achat, on a additionné AG et AI. Et c'est très important de le mentionner, effectivement on ne l'a pas mentionné, quand on est sur des AI,
tout le monde n'a pas la certitude d'obtenir une augmentation individuelle. Donc effectivement, notre calcul, il est comme si les AI étaient distribués à tout le monde, donc ce qui n'est pas le cas. SS2I, c'est bien le secteur ESN. Ah oui, il y avait une question sur l'effet Noria. Et ce que je veux dire sur l'effet Noria, c'est que nous, on l'a pas calculé, mais si vous voulez une analyse de l'effet Noria... Oui, effectivement, ça s'analyse dans le cadre de la politique des rémunérations propres à l'entreprise. Et ça, de manière globale, c'est compliqué de l'analyser. Peut-être un dernier point. Et dernier point, j'ai vu qu'il y avait une question pour avoir ces analyses dans des secteurs plus détaillés. Parce que là, on a fait donc vraiment les 10 secteurs clés de l'économie. Si vous avez besoin d'une analyse détaillée dans votre secteur d'activité, n'hésitez pas à faire appel à nous, à contacter le cabinet Secafi et on se fera le plaisir de vous faire une analyse spécifique pour votre bassin d'emploi, pour votre secteur d'activité. Et on pourra positionner votre entreprise par rapport à vos concurrents, par rapport à votre secteur détaillé. C'est effectivement une offre qu'on vous propose. Il est 11h45, on vous remercie toutes et tous pour votre attention, votre participation très nombreuse et on vous dit à très bientôt et en vous souhaitant une bonne journée. Merci, au revoir.